Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. Lancez-vous dans l'aventure de l'entreprise. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Jean-Marie. On vous retrouve comme tous les dimanches. On parle de quoi aujourd'hui ? On va commencer avec la saga de la semaine. Ça sera Michel Augustin. Et notre grand témoin Éric Pla, président d'Atoll. On va parler santé, technologie et entrepreneuriat. Et on terminera notre rendez-vous de ce dimanche matin avec notre avocate, Caroline Averdé, qui va nous parler d'usurpation d'identité. Ça va intéresser notre dirigeant d'entreprise. Ouais, d'autant plus que ça peut arriver à tout le monde, l'usurpation d'identité, malheureusement. Mais commençons d'abord en partenariat avec le magazine Entreprendre par la saga de la semaine. On s'intéresse aujourd'hui à une marque qui a su réinventer en quelque sorte nos pauses gourmandes, nos pauses déjeuner goûter. C'est Michel et Augustin. Racontez-nous, Thomas, comment cette aventure a démarré ? Eh bien Jean-Marie, tout commence sur les bancs de l'école en classe de 4e en 1989. Michel de Rovira et Augustin Paluet-Marmont, deux amis un peu rêveurs, se rencontrent près du radiateur au fond de la classe. Alors ça, c'est pour la légende de l'histoire. Ça nous est arrivé aussi, ça. Voilà. Alors une rencontre qui deviendra une grande amitié et qui plus tard, en 2004, donnera naissance à leur marque. Ensemble, ils décident de lancer des biscuits ronds et bons dans la petite cuisine d'Augustin. Après de nombreux essais, ils créent leur premier sablé et partent en caddie rose vendre leur création dans tout Paris. Bon, c'est une sacrée aventure, j'imagine, avec un caddie rose. Alors d'où elle vient cette idée du sablé et surtout ce besoin de faire autrement ? C'est en faisant un tour des boulangeries de Paris et après un passage sur les petits biscuits qu'on trouve au supermarché qu'ils remarquent quelque chose. Les étiquettes sont impossibles à déchiffrer et les ingrédients souvent de basse qualité. Alors ils se disent, si on faisait simple, naturel, avec des ingrédients de grande qualité. Ils veulent du vrai goût, sans les artifices industriels. Voilà le point de départ de leur mission, redonner aux gens le plaisir de manger bon et authentique. Ça paraît simple et en même temps c'est un pari un petit peu fou. Oui. Comment ce projet a réussi à percer dans le marché ? Audace, beaucoup d'audace de la part de Michel et Augustin. Ils décident de tout faire eux-mêmes. Production artisanale, livraison à vélo et en estafette et même démarchage en porte-à-porte dans les rues de Paris. Ils frappent aux portes des épiceries, cafés et même des supermarchés. En 2009, l'aventure s'amplifie. Ils passent d'une petite cuisine à un fournil, puis à une biscuiterie. Michel et Augustin ont su mélanger simplicité, créativité et passion pour s'imposer comme une référence gourmande sans jamais renoncer à leurs valeurs. Et donc aujourd'hui, la marque, elle en est où ? En 2023, Michel Augustin est cédé par Danone à Ferrero, qui l'avait elle-même racheté il y a quelques années en arrière. Aujourd'hui, la marque est devenue une véritable référence dans le monde de la gourmandise. On trouve leurs biscuits, boissons et autres douceurs un peu partout, et même à l'international. Longue vie à Michel et Augustin. Tout de suite, mon cher Thomas, on accueille le témoin de la semaine, votre invité Éric Pla. Bienvenue à vous sur Sud Radio. Merci. Vous êtes le président de la coopérative Atoll, très connue quand même, créée en 70, composée de 800 points de vente, proposant des produits d'optique connectée, d'audition. Vous êtes l'invité de Thomas Binet. Éric Pla, la santé, son coût sont de vrais sujets quand même pour les Français. On voit bien que l'inflation aussi est passée par là, qui démontre que le pouvoir d'achat des Français est malmené. Alors comment peut-on faire pour rendre l'optique plus abordable au niveau du prix sans abandonner la qualité ? Ça c'est le challenge, je crois. Oui, en fait il y a le prix des produits et il y a le prix de la vue. Et ça n'a pas de prix ? Je pense que la vue n'a pas de prix. Regardez, si je vous propose, allez, vous hésitez entre perdre un doigt et perdre un œil, vous choisissez quoi ? C'est un sacré dilemme, ceci dit. Oui, moi je préfère, comme dans 99% des réponses, perdre un doigt plutôt que perdre un œil, parce que ne dit-on pas, je tiens à cette personne comme à la prunelle de mes yeux, ce qui montre le poids de la vue dans la vie des gens. 80% des informations passe par nos yeux, le goût, l'audition, c'est les 20% restants. Donc on a tous envie d'avoir une bonne vue. Avoir une bonne vue, c'est être bien. On va s'intéresser un petit peu à vous et à Atoll. Vous êtes à la tête d'Atoll depuis 2010. Vous avez redressé cette structure qui était mal en point avec un plan stratégique. Quelles sont les qualités dont on doit faire preuve en chef d'entreprise pour réussir un tel redressement ? Et je précise, comme l'a dit Jean-Marie dans son lancement, c'est une coopérative, donc c'est pas un mode traditionnel malgré tout de gestion des hommes. Non, dans une coopérative, les utilisateurs de l'enseigne sont aussi mes actionnaires. Oui. Ça change tout. Mes actionnaires, ce ne sont pas des gens qui sont étrangers à l'objet social de l'entreprise et qui veulent soutirer une rentabilité de leurs capitaux investis. Eux, ce qu'ils veulent, c'est soutirer de l'efficacité de la tête de réseau pour faire fonctionner leur magasin. Donc en fait, le chef d'entreprise que je suis, il faut qu'il réunisse, il faut convaincre, il faut faire rentrer les gens dans un groupe de telle sorte qu'il y ait une dynamique, et c'est grâce à cette dynamique qu'on réussit à faire marcher une coopérative.
Alors vous avez misé sur l'innovation pour vous démarquer de votre concurrence. En quoi consistent ces avancées technologiques? Vous en citez une par exemple? Oui, bien sûr. Celle dont je suis le plus fier actuellement, c'est celle qui concerne une paire de lunettes qui s'appelle l'Excellence, qui a été totalement conçue en France sur la base d'un brevet qui a été déposé par 2 chercheurs rennais qui travaillent dans le cadre de la fac des sciences. Nous avons bénéficié d'un transfert de technologie et nous avons nous-mêmes, sur la base de leur découverte, qui a été d'ailleurs, soit dit en passant, primée par l'Académie de médecine, eh bien nous avons nous-mêmes conçu une paire de lunettes connectées à verre électronique qui aide les dyslexiques à retrouver un œil dominant et donc à mieux lire et mieux comprendre ce qu'ils lisent. Oui, la France est capable d'innover des produits technologiques connectés, dignes de ceux que font les grands venant des États-Unis. Alors on va parler du Made in France du coup. Ça tombe bien parce que c'est le salon qui est ouvert depuis vendredi. Vous défendez le Made in France et d'ailleurs a priori avec un petit conflit d'échange avec le gouvernement, les pouvoirs publics sur le sujet. Vous ne défendez pas les mêmes idées notoirement. Oui, en effet, il y a quelques années, le gouvernement a souhaité mettre en place le 100% santé. Et ce 100% santé, ce sont des lunettes à 30 € TTC. Parce que dans l'optique, il y a la TVA. C'est le seul produit de santé d'ailleurs sur lequel il y a la TVA. Je milite pour une exonération de TVA sur les produits de santé pour faire baisser le prix d'au moins 15 à 20% immédiatement. Dans le dentaire, dans n'importe quel domaine de la santé, il n'y a pas cette TVA. Et donc, le 100% santé, c'est 20% du marché qui est passé entre les mains des produits chinois. Alors même que la lunette que je porte est une lunette 100% française, qui bénéficie même du label Origine France Garantie, parce qu'elle est vraiment fabriquée sur le territoire français. C'est pas seulement du Made in France, vous voyez. Et donc, cette part de l'Origine France Garantie, elle a considérablement diminué depuis cette mesure. Et il y a une espèce d'injonction contradictoire entre vouloir relocaliser et en même temps imposer un produit du 100% santé qui impose la venue de produits chinois. Alors, vous avez également décidé d'investir dans la formation. C'est quelque chose d'intéressant à dire parce que vous avez fait une création d'école, l'école Atoll, en partenariat aussi avec l'école Audencia à Nantes, pour accompagner les dirigeants de magasins et des formations à distance en vidéo. Donc, vous avez beaucoup investi la filière formation. C'est une spécificité chez vous, chez Atoll, ou c'est une nécessité pour la profession également de le faire? Est-ce qu'il y a d'autres initiatives de cette nature? Alors, à ma connaissance, nous ne sommes pas les seuls à avoir fait des écoles en interne. Parce que là aussi, les carences du gouvernement sont énormes. La formation des opticiens n'a pas évolué depuis 20 ans, alors même que les délégations de tâches sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, l'examen de la vue qui nous est confié. On peut modifier une ordonnance. On est un des rares professionnels de santé à avoir cette capacité-là. Et pour autant, notre formation, le BTS d'opticien lunetier, lui, n'a pas changé. Donc, en interne, nous avons pris des initiatives fortes en la matière en créant l'école Atoll. J'ai une dernière question pour vous, Éric Plat. Il y a quelques années, on se souvient tous des spots avec Antoine et puis d'autres vedettes, je ne vais pas tous les citer. Il criait d'ailleurs Atoll, les opticiens, ça marquait des générations depuis une île paradisiaque dans le Pacifique. Exactement, vous avez décidé de changer d'agence de communication, vous avez décidé de faire une rupture d'ailleurs avec ce type de communication. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça peut générer aussi une communication en retrait? J'entends par là, forcément, le star system aide une notoriété. Oui, alors on voulait quelque chose de plus authentique. Non pas qu'Antoine n'était pas authentique, on l'adorait tous, mais aujourd'hui, l'attente du consommateur, c'est quelque chose de plus authentique. Prenez, par exemple, l'illustration la plus parfaite, c'est dans le textile et notamment dans la lingerie féminine. Regardez comment les mannequins ont évolué. On est passé du mannequin hyper fité au mannequin normal. Eh bien, nous, on voulait une communication qui touche les gens normaux. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a changé d'agence. Merci à vous. Merci en tout cas d'être intervenu ce matin sur Sud Radio. Tout de suite, on explique quelque chose. Bruno, le spécialiste des fournitures et de l'équipement pour les professionnels, présente Sud Radio, Osez entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Et faites très attention aux personnes à qui vous parlez et aux personnes qui vous parlent. On est avec Caroline Laverdé, notre avocate. Bienvenue à vous sur Sud Radio, Caroline. Merci. Vous allez avec Thomas et Caroline donc nous parler de cette arnaque très préoccupante, celle de l'usurpation d'identité. Oui, Caroline, parce que vous voulez nous alerter sur un phénomène quand même très répandu et qui pourrit quand même la vie de nombreux de nos concitoyens et de chefs d'entreprise en particulier, qui dans certains cas d'ailleurs peut prendre des proportions incroyables. C'est ce qui vous appelez, vous, le spoofing, c'est ça ? Eh bien, c'est ça, Thomas. Le spoofing, en fait, ça veut dire usurpation d'identité.
C'est une arnaque qui est développée par des escrocs qui vous contactent, qui se font passer pour votre conseiller bancaire, voire un agent du service antifraude de votre banque. L'escroc va vous mettre en confiance et récupérer vos éléments d'identification bancaire pour siphonner votre compte. Génial. Ça fonctionne comment ? Ça fonctionne de manière très efficace. Pour vous mettre en confiance, l'escroc va souvent vous donner des informations confidentielles sur vous-même, vos noms, vos adresses, qu'il aura obtenues préalablement sur Internet, et parfois même en faisant apparaître le véritable numéro fixe de votre banque. Il va ensuite vous demander de lui donner vos codes d'accès pour soi-disant stopper les agissements frauduleux. Il va vous faire valider des opérations sur votre application. Non seulement il ne va rien stopper du tout, puisque tout est faux, mais il va surtout pouvoir se connecter sur votre compte et réaliser des paiements ou des virements à son profit. Alors comment on fait quand on tombe dans le panneau, justement ? Eh bien, il faut savoir que la banque a une obligation de vous rembourser les sommes qui vous ont été volées, sauf si vous avez commis une fraude ou une négligence. Typiquement, si vous confirmez les opérations bancaires qu'un faux conseiller bancaire lance, la banque pourra vous accuser de négligence grave et refuser de vous rembourser. Alors, Madame l'avocate, que disent les juges, du coup ? Heureusement, les juges ont estimé dans certaines affaires que les clients avaient été mis en confiance par le procédé utilisé par l'escroc et qu'il n'y avait pas de négligence de la part du client. Donc, pour récupérer votre argent, il faudra engager une action judiciaire contre votre banque si elle refuse de vous rembourser. Merci, Caroline. Et le problème, c'est que souvent, tout ça prend du temps, d'ailleurs. Absolument. Et de l'argent. Merci à vous. Merci à vous trois. Restez avec nous, Thomas Binet. On vous retrouve dans un instant. On va essayer de placer notre argent en toute sécurité. Oui, dans la deep tech.